Bonjour, mes amis. If you can hear my voice, clap once. Si vous entendez ma voix, applaudissez 2 fois, 3 fois même. Ça marche à tous les coups. Bonjour. Bonjour. Ah, j'aime les gens le matin quand ils sont réveillés. Je m'appelle David Douglas et je suis la directrice générale d'Ocassi. Et au nom de tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et j'espère qu'on aura 2 journées fantastiques de travail, de discussion et bien sûr tout à fait avec la compassion et l'amour, avec un A majuscule. Ce sont 2 journées qu'on a ensemble. La conférence cette année-ci s'appelle Solidarité, Action. Et je suis très heureuse de vous voir, vous tous, venant de partout dans la province. Quand je regarde vers le haut comme si je pouvais les voir. Il y a du monde qui est là, mais de façon virtuelle. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on a plus de monde que d'habitude. Et ça, c'est une question d'enthousiasme, de gens qui veulent se rencontrer, tous les gens dans ce secteur. Donc, à nouveau, bienvenue tout le monde. La conférence est bilingue. Donc, si vous n'êtes pas bilingue, veuillez aller vous servir et puis prendre un casque. Le casque est gratuit et il se trouve juste dehors la porte. Donc, si vous ne savez pas les 2 langues, veuillez prendre un casque. On vous encourage quand vous allez parler que d'utiliser la langue dans laquelle vous sentez plus à l'aise. En ce cas-ci, c'est l'anglais dans mon cas. Bon, il y a des autres personnes qui sont comme moi, bien. Mais si vous n'êtes pas, vous êtes pas bilingue, n'oubliez pas de prendre un casque. Merci. Je voudrais maintenant demander à Walter Land de venir ici avant qu'on ne commence par la reconnaissance du territoire. Thank you, Dave. Bonjour, David. On dit souvent que quand on lit la reconnaissance des territoires, a perdu sa signification parce que c'est une pratique devenue routinière ou seulement formelle. Et je pense que d'une façon, oui, c'est le cas. Et à ce moment-là, puisque tout le monde répète la déclaration, ça perd un peu de son sens. Mais alors qu'on est là, nous nous occupons des immigrants, n'est-ce pas? Et les gens qui sont contre le racisme, contre le colonialisme, hein, et quand on regarde au mot de la conscience des territoires, peut-être la question n'est pas qu'on a face à nous quelque chose de routinier. Peut-être le plus gros danger est que nous, on est trop à l'aise avec ça. On est trop à l'aise quand on veut dénoncer le racisme, quand on veut faire face à ce racisme qui se trouve un peu partout dans nos églises, dans nos communautés. On est trop confortable quand on parle du fait que on vit sur une terre qui a été volée. Et c'est une injustice qui perdure dans le temps. On est aussi trop à l'aise avec le fait qu'il y a une vacuité. Quand on regarde cet accord du Wampum, qu'on pense seulement à la concurrence plutôt qu'au partage de ressources, en ne prenant que ce dont on a besoin, en nous assurant qu'il y ait suffisamment pour tout le monde. Dans un moment, dans un temps où il y a tellement qu'on voit qu'il y a tellement de choses qui sont en train de s'effriter devant nos yeux, dans ce cas-ci des valeurs, c'est important
que de comprendre que ce qu'on ne va pas trouver dans l'institution, dans les structures, dans les lois, hein, est quelque chose qui a garde-fou, qui n'est pas le même garde-fou qu'on veut. Nous, on voudrait regarder à la générosité comme un garde-fou, la compassion, la gratitude, un sens inhérent de juste, de pas juste, de façon telle qu'on fait les choses de la façon juste. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour cela que ce matin-ci, je veux reconnaître que la terre sur laquelle Okassi se trouve est le territoire traditionnel de plusieurs populations traditionnelles, y compris les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. C'est un territoire qui est couvert par le traité 19 avec le Mississauga du Crédit. Est devenu un endroit d'activité sur plus de 15 000 ans. On comprend aussi que l'accord du Wampum est un accord qui permet de partager et de s'occuper des ressources qui se trouvent autour des Grands Lacs. Et chez Okassi, nous, on veut incorporer la question de la réconciliation grâce à des actions visant la justice, par exemple vis-à-vis des femmes et des jeunes filles autochtones, des actions qui veulent si qu'on maintenant on pense à la justice. On est toujours là avec toutes les populations autochtones de l'île de la Tortue qui, jusqu'à présent, sont maintenant opprimées par le colonialisme, y compris la violence contre les femmes, les jeunes filles et les personnes habitées par deux esprits. On essaie que de mieux comprendre l'histoire autochtone et essayer d'établir des rapports de reconnaissance vis-à-vis de ces personnes. Okassi et veut que le territoire soit maintenant retourné aux autochtones et on pense qu'on a une responsabilité pour démontrer notre solidarité envers eux. J'avais oublié de présenter mon chef, en fait. C'est cet homme très beau qui est juste à côté de moi, qui est le directeur exécutif pour le Centre des immigrants et des présidents du conseil d'Okassi. Merci bien. Avant qu'on ne passe à la bénédiction autochtone, on doit parler du fait que, si vous voulez, il y a des micros. Comme je vous l'ai dit auparavant, si vous n'êtes pas bilingue dans les deux langues, dans le français, il y a des casques pour vous juste hors la porte, hors de la porte. Merci. Toutes les plénières vont avoir place dans cette salle, et c'est là qu'il y a la traduction dans les deux langues. C'est donc important que si vous devez aller dans un atelier aussi qui va être dans cet endroit, à ce moment-là aussi, vous avez besoin des casques si vous ne savez pas les deux langues. Si vous êtes dans cet hôtel, rappelez-vous qu'il faut rendre les clés des chambres avant 15 heures. Et à ce moment-là, pour tous les bagages, il y a de la place pour cela ici dans l'hôtel. Veuillez aussi vous rendre dans la zone de la foire. En général, vous savez que c'est juste dehors ici. Mais cette fois-ci, on est si nombreux qu'on a créé un autre espace qui est juste à la droite. Vous sortez, c'est à la droite. Il y a une vingtaine d'organisations. Et pas seulement que des organisations, mais aussi des entreprises qui sont gérées par des femmes. On a établi aussi assez de
pose de façon telle que vous pouvez visiter la foire. Tous les sessions plénières sont enregistrées. Veuillez aussi nous donner. Et à ce moment-là, vous ne voulez pas qu'on vous prenne en photo? Bien sûr, l'endroit doit être aussi. Can we have one? Sure. Thanks. Thanks. I thought I was walking. Non. Vous avez un endroit où vous pouvez vous recueillir, vous pouvez penser, vous pouvez faire peut-être un peu d'exercice. Veuillez rester dans cet endroit de façon silencieuse. Si vous voulez parler, allez ailleurs. Vous pensez aussi qu'il y a peut-être des questions qui sont discutées et qui vous submergent. Parce que vous savez, le monde est si grand et si puissant et autres. Et vous pouvez maintenant appeler notre service 416 627 4907. 416 627 9407. C'est le numéro où vous pouvez envoyer un texto et quelqu'un va être là pour vous aider. Vous allez trouver des toilettes non gendrées sur cet étage, alors que les gendrées vont être à l'étage supérieur. On a bien sûr aussi le loto. Un billet coûte $5, mais pour 5, vous payez 20. Vous allez obtenir la moitié de la cagnotte. L'autre moitié de la cagnotte va aller à Centraide Canada. Ça fait 25 ans, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé. Et on est là pour soutenir le travail de Centraide. Donc, veuillez acheter ces tickets. Je vous le rappelle, un ticket, c'est $5, c'est un piastre, 20 pour 5 tickets. On voit quelqu'un là-bas qui les vend. C'est des gens qui ont des sachets ou des sacs rouges. Ils vont venir, ils vont vous suivre, poursuivre même, peut-être, pour essayer de vous vendre des tickets. Les gens qui sont des gérants, peut-être, vont faire davantage d'argent. Donc, la cause est très bonne. Veuillez acheter les tickets. Et c'est demain qu'on va arrêter de vendre des tickets. Mais pour gagner, il faut être là. Donc, veuillez rester jusqu'à la toute dernière minute. On y a aussi un tableau par un artiste de tatouage de mur, Valentina Lozano Léon, qui va être là. Elle est colombienne. Elle va d'ailleurs faire son tableau devant vos yeux, ici même. Et donc, essayez de l'inspirer. Et quelqu'un va rentrer chez soi avec ce tableau merveilleux. On apprécie beaucoup ce que vous avez à dire. Et vous allez trouver les formulaires sur vos tables. Vous pouvez aussi les trouver sur vos portables ou sur l'Internet. Ocassi est aussi un partenaire des services de santé mentale pour mieux desservir la population qui vit avec des troubles mentaux. Si vous ou quelqu'un d'autre dans votre organisation vous demande euh, aussi de participer à ce sondage, faites-le s'il vous plaît. J'ai une copie moi-même. Une seconde. Là voici, là voici. Karine, merci. C'est ça. Vous avez un code QR qui vous permet que d'aller droit dedans et ça devrait prendre pas plus de 5-10 minutes pour compléter le sondage. En outre, une grande partie d'entre vous a demandé ce qui se passe au sujet du NAARS. Bon, donc on vous demande d'écrire des commentaires à ce sujet.
placer une question. Il y a une question qui est devant vos yeux à vos tables. Essayez d'y répondre. Après quoi, envoyez ça à la NARC. Et votre organisation aussi va recevoir, ou vous avez déjà reçu, le sondage au sujet duquel nous, on veut avoir des données pour à nouveau le NARC. Essayez de le faire d'ici la fin de jeudi ou au pire vendredi même, car doit être en mesure que de fournir le système, car ils ont besoin de ça. Et vous avez ici l'opportunité d'avoir quelque chose à dire. Vous êtes en première ligne, en fait. Vous êtes dans les programmes. On a besoin d'entendre vos voix. En outre, il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il y a l'AGA. C'est aujourd'hui même. Et c'est à 15h45. Après quoi, il va y avoir un souper. Veuillez donc remplir le formulaire nécessaire. Et si vous n'avez pas payé les dus, vous devez les payer. Finalement, je vous demande aussi de éteindre vos portables. Bon, enfin, il faut qu'ils soient en mode silencieux, de façon à ce qu'on puisse maintenant nous amuser et écouter. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi nos parraineurs. Il y a plus de 500 personnes qui doivent être ici, en personne. Et en outre, il y a 200 autres personnes qui sont là de façon virtuelle. Le secteur est excité du fait qu'on veut apprendre, on veut partager. Donc je vous remercie pour être là, pour être des nôtres, en commençant par les gens qui sont venus déjà hier. Merci pour être là. Merci pour être venus, pour partager, pour apprendre et pour débattre, non seulement avec nous, mais entre vous. Je voulais aussi remercier le conseil qui a partagé son temps, son esprit de guide et son programme. Merci beaucoup à mes collègues d'Ocassi, au personnel, au conseil d'administration et à tous les présentateurs qui, quand Ocassi les a appelés, ils ont répondu oui, oui, on veut être là, oui, on veut faire partie de la conversation. Je voulais aussi maintenant parler des parraineurs, qui sont les suivants. C'est le ministère de l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Ça, c'est au niveau provincial et au niveau fédéral. De même que Centraide Canada, Centraide Toronto, en fait. Et maintenant, je voudrais vous maintenant présenter à Natacha Fischer, qui est maintenant la personne qui connaît les connaissances autochtones. Elle vient du nord-ouest de l'Ontario, c'est là qu'elle est née, c'est là qu'elle a grandi. Natacha Fischer, qui est aussi bien autochtone que d'origine métisse, et elle, c'est une chanteuse en fait. Et elle prend plusieurs genres et où elle s'occupe de ça, plusieurs genres de mélodies et grâce à quoi elle raconte des histoires. Et en incorporant des éléments autochtones de façon telle qu'ils restent authentiques. C'est une musique qui a une énergie qui est crue. Et on invite ces personnes ici de façon telle qu'on puisse vous aider, vous aussi, à cette odyssée vers l'indépendance. Alors qu'elle a parcouru l'Ontario, elle a fait ce genre d'atelier pour parler aux gens, elle parle aussi de la question de la santé mentale. On la connaît pour avoir créé du matériel sur TikTok ou pas nouveau de ce matériel sur les autochtones. Natacha, à toi. Merci. Hello, Anine, bonjour. Je voulais partager avec vous un peu de ce que j'ai à offrir étant une personne mixte
Je m'appelle Natacha Fischer. Je suis une Ojibwe, mais aussi finlandaise. Et je viens de Thunder Bay, en Ontario. Oui. Je, oui, donc j'ai grandi, j'étais mélangé. D'un côté, mon père était Ojibwe. Il a grandi dans une toute petite communauté sur une réserve à 3 heures de voyage au nord-ouest de Thunder Bay. Vous savez, il était Première Nation. On était les tout premiers ici. Mon père a grandi en allant dans une école résidentielle. Ma mère aussi a été dans le pensionnat. Bon, ben, Et en moi, je vis avec les résidus de ça, du pensionnat, du système du pensionnat. On est très heureux de notre culture. Mais quand je regarde à moi comme étant une toute jeune fille, il y a des choses que j'ai pas compris quand je grandissais. Il y a eu plein de discriminations là où j'habitais, c'est-à-dire Thunder Bay. Une grande partie du temps, je sais pas pourquoi. Vous savez, en étant mélangé, c'est quelque chose de ça. On sait pas qu'est-ce qu'on est. On sait pas comment les autres nous perçoivent. C'est pour cela que quand on allait à l'école, il avait disait que j'étais brune, marron. Mais quand j'allais dans ma communauté, il disait que j'étais une blanche. Donc je pense que quand je regardais à comment j'ai mûri, je de regarder à comment je me relie à ma culture quand je grandissais. Je voulais maintenant partager mon autre côté, c'est-à-dire ma mère. Ma mère est première génération venant de Finlande. Mes grands-parents sont venus ici il y a 60 ans, dans cette petite ville telle de Thunder Bay. Une grande partie des gens ne savent pas, mais c'est une ville qui a la plus grande part, c'est le plus grand nombre de Finlandais hors de Finlande. C'est quelque chose un peu étrange, n'est-ce pas? Mais oui, comme, comme mes grands-parents, ils sont venus ici pour chercher une meilleure vie, pour des raisons économiques. Ils voulaient se développer à ce moment-là. Thunder Bay était une ville qui essayait que, et peut-être vous ne le savez pas, la ville essayait, et Thunder Bay et la Finlande ont un endroit géographique qui pratiquement le met très semblable. Les Finlandais, donc, ont été attirés par Thunder Bay à cause de ça. C'est ça que les gens en général ne savent pas. Mais c'était pas facile. Le cas. Mais une des choses qu'ils ont trouvées à Thunder Bay, c'était qu'il y avait une communauté finlandaise. Comme je vous le dis, c'est le plus grand nombre de Suomi hors du pays de la Finlande. Et donc, des gens qui parlent les langues. Il y avait un sang qui s'appelle le Hoito. Je ne sais pas si vous connaissez la Finlande. Peut-être vous n'avez jamais été à Thunder Bay? Ah, vous avez été au Hoito? Oui, bien. Ouais. Eh, il n'existe plus, il a brûlé. Il a brûlé, il ne reste que des cendres. Mais vous savez, et ma grand-mère, ma grand-mère, quand elle est arrivée, c'est là où, lorsque tous les travailleurs de la foresterie, les charpentiers venaient pour le dîner, c'était un peu un centre de partage des connaissances. Il y avait les gens qui parlaient leur langue, le finnois. Alors, excusez-moi, je m'écarte de mon script. En tout cas, ils ont bâti une belle ville, créé une belle ville. Ils ont aussi participé à la création de la communauté. Et une des choses les plus importantes pour moi en tant que jeune fille, c'est regarder comment les gens autour de moi vivaient leur vie. Et pour moi, j'ai pu observer un côté de ma famille, trouver une communauté très loin de leurs origines, leur lieu d'origine. C'était très beau de voir, ah, ils vivent en bas de la rue ou là-bas.
Ma mère, elle est morte il n'y a pas longtemps, mais elle avait toujours cet fort accent finnois. Elle l'a gardé. Et je peux voir combien c'était beautiful de conserver sa culture. Si loin du lieu de naissance. Et de l'autre côté, mon père, à cause des pensionnats, du système colonial, à cause du fait que ma grand-mère a été dans les pensionnats de l'âge de 5 ans à 15 ans. Et l'objectif était de se débarrasser de la culture autochtone. Et ça a affecté mon père, qui n'a pas connu sa culture. Enfin, ça m'a affecté. Et que je connaissais pas ma culture autochtone aussi quand j'ai grandi. Se ressentir cette déconnexion, mais voir mes grands-parents qui viennent de si loin, qui ont trouvé une communauté à Sande-Bay, c'était intéressant parce qu'un bon nombre d'entre nous, autochtones, on apprend encore, on continue à apprendre qui nous sommes à cause de l'effet des pensionnats et à cause de l'impact sur nos vies. Je suis reconnaissante d'avoir vu les deux côtés, de faire partie de deux communautés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça et je regarde ça avec un œil différent. Mes parents sont très différents en termes culturels, mais j'ai trouvé des similitudes. Euh, et, ce territoire est la maison pour de si nombreuses personnes et ça va continuer. Et la culture de mes parents peut créer de belles choses. Et sans l'immigration, je ne serais pas là aujourd'hui. Ils m'ont appris l'importance des communautés, des ressources, comme une troisième place en dehors de son foyer pour rencontrer d'autres personnes comme vous. Il y a environ 10 ans, j'ai déménagé de Sande Bay à Toronto. Et vous avez vu dans ma biographie, je suis une chanteuse, artiste, et je parle souvent de la santé mentale et de la toxicomanie. C'est quelque chose que j'ai dû surmonter dans ma vie. J'étais si loin de ma communauté et pendant si longtemps, je cherchais mon troisième lieu. Et j'ai été reconnaissant récemment de faire partie de la communauté autochtone ici à Toronto. Et à travers cela, je suis là depuis 10 ans à Toronto et j'ai créé des relations très fortes avec des autochtones dans la région de le sud de l'Ontario. On est dans les Grands Lacs, mais moi je suis tout en haut des Grands Lacs, le lac supérieur. Je fais partie de groupes de femmes, des groupes de danse autochtones. Et j'ai trouvé une communauté comme ça ici à Toronto. J'ai rencontré de nombreuses femmes qui ont fait des choses fantastiques. Je vais vous chanter quelque chose. Ça s'appelle un chant des femmes fortes, des femmes qui ont de l'énergie. Donc je vais vous chanter ça.
Miigwech, je dis alors, bienvenue. Alors, en Anishinaabe-Moen, c'est encore pour Again. Alors, bienvenue. Merci pour m'avoir accueilli. Laissez partager quelques mots et je vous souhaite une bonne conférence. Je serai ici. Je serai aussi là demain. Alors, miigwech. Bonne conférence. Alors, merci Natacha pour cette chanson et ces mots. Comme femme de descendance africaine, ça résonne aussi avec moi l'histoire de ces cultures perdues et de déplacement même sur son propre territoire. Ça ça me dit de me réengager avec mes sœurs, mes consoeurs. Nous avons une courte vidéo pour vous. C'est de Marianne Jackal, a passé toute sa carrière juridique pour soutenir les enfants. Elle travaille maintenant, elle défend les autochtones et maintenant c'est une avocate des femmes mais aussi elle sert dans cette capacité. Veuillez apprécier cette courte vidéo. Alors, est-ce que c'était une erreur? Alors, c'est vrai, nous vivons dans l'histoire, nous sommes au milieu d'une pandémie et nous sommes au milieu d'une crise, mais non liée à la pandémie. Mon père était un agent de police et j'ai grandi en apprenant les valeurs du respect. Mon père était ferme, il était ferme et gentil. Partout, il y a des nouvelles de la violence de la police, mais tristement, ce n'est pas nouveau. Cette crise existe depuis longtemps. Mon cœur est triste. Combien mes gens doivent souffrir encore? Combien plus est-ce que les gens noirs doivent souffrir? Ils ont déjà beaucoup souffert. Mes filles sont biraciaux, mes enfants, c'est aussi mon cœur. Et quand je regarde le monde, je suis au-delà de la peur. Il y a des milliers de femmes autochtones qui ont disparu, qui ont été meurtrières. Je suis horrifié et découragé. Je suis désespéré et je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'était une erreur? Et j'ai amené ces jeunes filles dans ce monde pour souffrir, d'être biraciale et une femme, ce n'est pas facile. Je pleure. Pourquoi est-ce que la couleur de sa peau dicte comment vous allez être traité, ou où vous allez être à l'aise dans la société, où vous allez éventuellement vous confronter à la police? Est-ce que vous allez survivre? Donc, c'est 2020 et on vit dans l'histoire. On est au milieu de la pandémie, au milieu d'une crise, mais qui n'est pas liée à la pandémie.
Je ne suis pas un expert du racisme, mais je sais comment, mais ce que ça veut dire, et ce que ça fait pour votre esprit. Pour moi, c'est un virage. Ça peut me détruire ou je peux agir. Alors, supportons-nous les uns les autres pour récupérer notre pari. Il faut essayer d'ouvrir la voie pour nos enfants. Il faut regarder le futur des générations et il nous plaide. Nous avons souffert et enduré et on a vécu beaucoup de choses. Nous sommes résilients. Nous allons nous soutenir les uns les autres. On va vivre au travers de tout ça ensemble, en solidarité. Notre esprit va guérir et le chemin que nous traçons pour nos enfants, les générations futures, nous allons devenir une réalité. Est-ce que nos esprits vont s'unir et ne seront pas détruits? Donc, c'est 2020 et on vit l'histoire. Nous sommes au milieu d'une pandémie mondiale et nous sommes au milieu d'une crise non liée à la pandémie. Et je réalise, ce n'est pas une erreur, mais c'est un miracle. Puissant, c'est très puissant, beaucoup de pouvoir. Prenez un moment, un petit moment. Je veux devenir cinéaste. Ça m'inspire quand je vois des choses comme ça. On a demandé à 3 de nos collègues de mettre en place le ton pour aujourd'hui, des idées. Chaque conférencier aura 3 minutes, et je dis vraiment 3 minutes, pour partager ce qu'ils veulent nous dire aujourd'hui. Dès qu'on aura atteint 3 minutes, j'aurai besoin de mon temps comme chronomètre, je vais taper les mains pour dire d'arrêter. Et je vous demande de vous joindre à moi, parce qu'on arrive sur la scène de la bonne façon. Alors, dans l'ordre d'apparence, d'apparition de George Lee Berry, coordinatrice des services canadiens de Franco-Clear, Vamlou Louman, directeur des programmes des services aux nouveaux arrivants au Centre canadien pour les victimes de torture et directeur provincial du conseil d'administration de CASI, Tania Grace Chapman, coordinateur bilingue, antiracisme et justice sociale au conseil. 3 minutes chacune. Merci. Alors, Bonjour à tous. Bonjour, merci. Je m'appelle Georges Lee, j'utilise les pronoms elle et là. Je suis à la coordination des services à l'établissement de Franco-Queer. Dans mes 3 minutes, je vais prendre un moment pour remercier OCACI et Franco-Queer de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous ce matin une idée, un projet qui m'anime, qui n'est autre qu'une folle idée passionnante d'une création de coopération de logement pour les personnes 2S LGBTQIA+. Je reconnais que le droit de logement, c'est un droit fondamental, mais permettez-moi de faire cette discrimination positive à l'égard des personnes 2S LGBTQIA+, pour qu'on sache que ce sont des personnes vraiment qui font face à beaucoup de difficultés par rapport à leur identité ou leur orientation sexuelle. Et je parle de mon expérience personnelle étant arrivée ici en Ontario en décembre 2019, où j'ai fait face à beaucoup de défis pour trouver un logement sûr, abordable et inclusif. Donc, 5 ans plus tard, à la coordination des services à l'établissement de Franco-Queer, les défis restent les mêmes pour trouver un logement, spécialement pour les personnes de cette LGBTQIA+. Donc, ce projet, c'est vraiment pour accompagner ces personnes. Je vise pratiquement 5 000 bâtiments. Désolé, 5 000 bâtiments, c'est un projet de 5 ans où j'aurai besoin vraiment de votre implication. Quand j'ai dit votre implication, j'aurai besoin du support des décideurs qui sont dans la salle. Et nous sommes 2 à
avoir ce projet, il me manque pratiquement 3 autres personnes pour pouvoir former cette coopérative et je sais que je vais trouver plus de trois personnes dans la salle passionnées vraiment de ce qui est défi à l'égard des personnes de SLGTQA+. Et cette initiative de logement, ce n'est pas une simple projet immobilier ou initiative immobilière, c'est vraiment une initiative qui vise à offrir un espace et un logement décent aux personnes de LGBTQA+. Donc, en plus d'offrir un toit, et cette coopérative de logement, c'est sûr qu'on aura une équipe formée et vous aurez accès à des services dans les 2 langues officielles. Quand j'ai dit 2 langues officielles, le français et l'anglais. Et on pense à un personnel formé aux défis, aux réalités des personnes de LGBTQA+. Et je donne la responsabilité à Franco Queer à travers son programme Partenaire inclusif pour former les personnes à l'égard de cette réalité-là. Et j'aurais besoin aussi de l'appui des organismes communautaires, que vous soyez francophone ou anglophone. Vous êtes bienvenus à m'accompagner dans cette idée et je reviens vous donner la réponse en 2030. Merci beaucoup. Right at the 3-minute mark. Impressive. À 3 minutes. Alors maintenant, Balou, l'humour. Alors, c'est difficile. C'est Georges. Maintenant, c'est la mission impossible en 3 minutes. Alors, où sont ma diapositive? 3 minutes maintenant? Alors, on m'a demandé de parler, 2 mots m'ont venu en tête, c'est pouvoir et privilège. Et ça va. Et ça vient en tête, ça me rappelle comment les identités créent une interaction pour créer une expérience unique de pouvoir et de privilège, le privilège de se connecter, et encore plus important, ça démontre comment nos identités d'intersection parlent des privilèges. Dans de mes années de travail dans le secteur, je travaillais avec des gens fantastiques de toutes les générations, les générations Z, 8, 858, voilà. 8h58, ils sont au travail. On leur donne une tâche, c'est fait. Donc précis, exact. Et à 14h58, ils sont à la porte. Je dis, ah, comment vous faites? Comment vous faites? Comment est-ce qu'on maintient cette énergie? Et j'ai eu le privilège de travailler avec une génération plus âgée, une génération qui tient le taureau par les cornes. Bon, certains d'entre eux s'appellent les dinosaures. Dinosaures, ils sont de la résilience, ils sont forts. Ils m'ont appris qu'il faut gagner ou mourir. Ça existe toujours. Et ce qu'ils voient, c'est indépendamment de la génération, les milléniums, les Gen X, mais le privilège de travailler avec des utilisateurs de services pour les aider à naviguer un système très complexe, je crois que c'est vraiment très habilitant. Et nous sommes la médecine. Ça me rappelle d'une guérisseuse qui me dit, vous êtes la médecine. La guérison vous permet de créer les citoyens du futur. Et il faut faire avancer l'aiguille vers l'avant. Et aussi, ça me rappelle de Frantz Fanon, que chaque génération doit, de l'obscurité, découvrir sa mission, la remplir ou trahir. Donc il y a de l'espoir. Il est important de réaliser que là, il faut se joindre nos forces pour bâtir un mouvement interconnecté.
Donc, j'espère que dans vos discussions aujourd'hui, veuillez réfléchir à votre pouvoir, vos privilèges. Et c'est une occasion de réinitialiser, de restratégiser et d'être une vibration de guérison pour s'aider les uns les autres. Tania, alors, je prends mon ordinateur. On a parlé, cette conférence, c'est à propos de la solidarité, de l'action. On a parlé de vérité et de réconciliation. Et ça vous encourage de prendre cet engagement sérieusement et idéalement, de toute façon, non seulement il faut se pousser les uns les autres à apprendre et désapprendre les façons, les choses, et- mais il faut apprendre de façon à faire reculer le système colonial et éviter de reproduire ces erreurs. Ensemble d'être ici aujourd'hui comme aujourd'hui, un appel à l'action pour la réconciliation et de considérer sérieusement notre propre position. Est-ce que je maintiens des pratiques qui contribuent à la marginalisation des autochtones? Je vous demande de vous questionner. Est-ce que votre organisation euh, soutient les pratiques coloniales? Il faut aussi savoir d'où vos ancêtres viennent, quand ils sont arrivés au Canada. Mais le contexte est peut-être important. Nous devons prendre en considération comment est-ce qu'on a immigré au Canada, comment nos ancêtres sont arrivés au Canada. L'esclavage a été la troisième force d'immigration. Euh, Dr. Eduardo Walton a dit que le Canada peut seulement soutenir les politiques de nouvel arrivant blanc. En d'autres mots, le Canada compte sur des politiques d'installement ailleurs. Sa dépendance des systèmes internationaux crée les conditions qui nous poussent à migrer et force certains. Aujourd'hui, j'espère qu'on peut réfléchir comment ça continue à être, comment il faut avoir de l'eau potable dans les communautés. Est en fait par exemple, que le Canada compte sur des travailleurs migrants temporaires ou comment on crée, on investit dans des compagnies qui soutiennent le génocide des Palestiniens. Et ce n'est pas uniquement, tout ça n'est pas probablement un produit du colonialisme des arrivants, mais le génocide, c'est pas un moment du passé colonial du Canada. C'est basé dans cette logique, dans les politiques et les procédures qui profitent de, de l'engagement du Canadien envers la vérité et la réconciliation est souvent vide. Et le secteur doit inclure les interconnexions et la solidarité. C'était proche des 3 minutes. Merci. Merci à nos trois conférencières dynamiques, Georgelle, Balou et Tania. Applaudissez-les encore. C'est surprenant combien d'informations on peut donner en 3 minutes. Et maintenant, on va souhaiter le bienvenu à notre panel d'ouverture, habiliter les partenaires pour créer des lieux de travail équitables et inclusifs. Comment le secteur à but non lucratif peut travailler dans ce domaine? Des salaires équitables, des lieux de travail sécuritaires dans tout ce milieu. Ce panel va parler des écarts de salaire,
du racisme et les politiques. Comment est-ce qu'on aligne nos valeurs avec nos pratiques? J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à notre modérateur Sorana Sandy. Elle est PDG de Skill for Change. Alors bonjour à toutes, tous et à toutes. C'est bien de voir une salle pleine. J'aime toujours venir aux conférences d'Ocasi, particulièrement les gens de première ligne, pour voir ces gens se rencontrer et partager. La session d'aujourd'hui, il s'agit des collègues de première ligne, les gens qui font le travail, les gens qui gèrent les programmes, qui répondent au téléphone, toujours en travaillant dans des systèmes qui ne traitent pas toujours correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Travail décent, salaire décent, travail dans la dignité, lieu de travail sécuritaire et travailler dans une organisation qui vit les valeurs, pas uniquement qui parle des valeurs. Alors, dans notre secteur, il y a des tas de problèmes, mais nous méritons mieux, notre secteur mérite mieux, nos collègues méritent mieux, et le changement doit commencer dans notre secteur. Donc, j'ai l'honneur d'animer cette discussion, l'équité et la justice dans le travail. D'abord, on a Arlene Anesian, elle est économiste. Annie, elle a façonné des conversations sur nous avons aussi Dina Lad, elle est directrice exécutive pour le Centre d'action des travailleuses. On a Marsha Akbar et les chefs de recherche pour les migrations de l'Université de Toronto. Alors, veuillez souhaiter la bienvenue à nos panélistes. Alors, On va maintenant commencer par une question. On est un peu en retard, donc il faut essayer d'aller un peu vite. On n'a pas beaucoup de temps, on va donc laisser un peu de temps pour que les gens puissent nous poser des questions par la suite. Là. Il a dit, là, tu sais, tu as travaillé avec des milliers de travailleurs sur l'action de la justice du paiement. Or, il y a des gens qui disent qu'ils craignent que de parler sur ce sujet. Qu'est-ce que tu nous dis à ce sujet? Bon, là, ça c'est une des questions qui sont les plus proches de ce que j'ai dans mon cœur. Et en bout de ligne, vous n'allez pas l'obtenir parce que à certains moments, le gouvernement, c'est clair, on le sait, c'est pas ça. Moi, ce que j'ai vu quand j'ai organisé les travailleurs, j'ai pendant plus de 20 ans, il faut que le secteur s'organise. C'est quelque chose dont on a parlé pendant longtemps, longtemps en fait. Et c'est pour ça que j'ai ces cheveux gris. Et je pense que le secteur tel qu'on le connaît était un secteur qui est attaqué, qui est sous-évalué comme jamais auparavant. Bien sûr, il y a eu des attaques auparavant vis-à-vis des immigrants, par exemple, mais dans ce cas-ci, on est arrivé à un endroit où on se retrouve pratiquement dans un cul-de-sac. Il faut aller de l'avant parce qu'on ne peut pas reculer. Car on a vu tellement de gouvernements de droite qui sont au pouvoir de privatiser les services,
d'envoyer les contrats à quelqu'un d'autre, d'essayer de presser le tout comme étant des citrons et donc enlever toute valeur venant de nous. Moi, je travaille avec des travailleurs qui ne sont pas syndicalisés. Et vous allez voir sur vos tables un rapport qui vient d'être issu. Les non syndicalisés, ceux avec qui vous travaillez, sont maintenant travaillent dans des conditions effroyables. Regarde ce qui s'est passé lors des 10 dernières années. C'est quelque chose comme 10 millions de dollars qu'on a remarqué sans le montant représenté par les plaintes. Mais ça, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Et quand ils te disent, est-ce que tu veux vraiment aller avoir une requête? Non, pas du tout, c'est trop compliqué, n'y pense même pas. C'est ça qu'on te dit. Mais nous, ce qu'on dit répond. Ce qu'on dit à ces travailleurs qui veulent s'organiser, c'est que il faut s'organiser, il faut améliorer vos conditions, vous devez améliorer vos salaires en s'organisant. Mais au moment qu'on est en train d'être en concurrence l'un contre l'autre, les agences, par exemple, luttent contre l'autre pour obtenir de l'argent. À ce moment-là, on ne va jamais être en mesure que d'obtenir de meilleures normes. Donc, on, nous, en tant que secteur qui dessert les immigrants, on doit s'organiser d'une façon qui va maintenant placer un défi devant les yeux des gens qui sont au pouvoir. On ne peut pas le faire à travers des agences. Il faut le faire en tant que bénévole, en tant que membre des communautés, car là, il y a une attaque incroyable contre les immigrants. Vous savez, et nous sommes les prochains. Après qu'ils ont fait, qu'ils vont les massacrer, ils vont attaquer nous. Pensez-y. À l'heure actuelle, il faut maintenant savoir comment on va s'organiser, nous, du secteur, pour contrecarrer ces gens. Merci beaucoup. Et ça me permet maintenant que d'aller passer à la prochaine question. C'est-à-dire, quand on regarde ton expérience, ouais, merci. On entend plein de gens qui parlent d'austérité, le gouvernement parle. Vous, qu'est-ce que vous pensez, vous? Selon vous, qu'est-ce que peuvent faire les gens en première ligne de façon telle qu'on puisse entendre nos voix, les voix des gens en première ligne? D'abord, merci pour la question. Désolé que je ne pouvais pas me rendre à Toronto, mais j'aime beaucoup ce qu'Ocasi a fait en tant que leader de façon à ce qu'elle pouvait m'inclure. Aussi, quand on regarde la question économique, de façon à ce qu'on rend les travailleurs plus autonomes. J'ai une présentation à vous offrir sur le rôle que vous jouez dans l'économie d'une façon plus macroscopique. On ne va pas maintenant regarder à la présentation à cause du temps, mais elle est disponible pour toute personne qui la veut. D'ailleurs, est-ce que peut-être vous voulez passer à quelques diapos? Trois diapos en fait. C'est bien celle-là. Peut-être vous ne le savez pas parce qu'on n'en a jamais parlé. Mais quand on regarde dans l'économie des soins, et vous êtes important dans ce secteur, et le plus gros facteur ici au Canada, on n'aurait pas su quand on parle toujours du commerce, de la manufacture, du pétrole, on parle de la destruction. Or, quand on regarde, si on regarde aux produits miniers, c'est pas parmi les 10 plus gros, pas du tout. Alors que vous et l'enseignement sont les piliers de l'économie. Et on n'en parle jamais dans aucune version de ce qui rend le Canada fort. Prochain diapo. Bien. Non, une diapo à l'arrière, en arrière. Une autre encore. Bien. Ah oui, je me suis confuse un peu avec les diapos.
Voici maintenant la contribution à l'économie canadienne. On représente presque 14% du, non, 13%, c'est maintenant le logement. Et c'est pas ce qu'on veut comme étant le pilier de l'économie, n'est-ce pas? C'est nous le pilier, on est presque à 14%. Et quand encore maintenant on nombre de postes de travail, plus de 20% des travaux, des postes sont dans ce secteur, vous en faites partie. Vous n'êtes pas peut-être la partie majoritaire, mais posez à toute équipe aller 2 diapos plus loin. Vous êtes plus important à cause de ça, parce que on est en train que d'avoir sur 3 décennies, lors desquelles les, la grande partie de la population sont forcés des gens trop jeunes ou trop anciens. Donc, c'est des gens qui doivent ou s'occuper d'eux-mêmes ou ils ont besoin de quelqu'un qui s'occupe d'eux. Et ça vous donne une idée de ce que Dina nous odiait, de cette question de l'austérité, du fait qu'on doit maintenant avoir moins de dépenses alors qu'on a besoin de davantage de dépenses publiques. Retournons à l'autre diapo. Bien, celle-là. Parce que, vous savez, on se retrouve dans un groupe démographique et vous faites partie du travail relatif, vous de vous assurer que tous les immigrants qui arrivent de façon permanente ou intérimaire, temporaire, vous êtes en train de jouer un rôle dont peut-être vous ne connaissez pas. Et le travail que vous faites est là pour accueillir les immigrants. Mais ça ne marche pas, c'est le pays qui va s'effondrer. Vous savez, il y a Miller qui nous a dit qu'en octobre l'année dernière, il y a un an, environ 100% du travail qui viennent au Canada, qui maintenant font le travail qui est fait au Canada. Sans les nouveaux arrivés, l'économie va maintenant s'effondrer. C'est votre travail et donc la partie la plus importante. Donc, vous devez vraiment vous sentir encouragé par ce que je viens de vous dire. C'est pas que on a, c'est pas seulement qu'on a le droit d'avoir davantage d'argent, c'est que s'il n'y en a pas, c'est tout le pays qui s'effondre. C'est ça que vous apportez. Merci beaucoup pour cela. Et maintenant, il faut y penser parce que c'est vraiment quelque chose de crucial à toutes les politiques où si on n'est pas là, on ne peut rien faire. Je voulais donc parler à Marsha parce que tu regardes aux femmes racialisées qui travaillent ici au Canada. Oui. Quand tu regardes au travail, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte et comment les organisations qui desservent ces personnes, parce que vous savez, c'est un secteur qui est bourré de femmes, si on peut le dire. Merci pour la question. J'ai fait pas mal de travail sur la question du travail, l'intégration des travailleurs au Canada, et je vais partager avec vous ce que j'ai trouvé. Et je vais vous dire que c'est pas quelque chose qu'on ne savait pas en fait. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé à comprendre il y a un certain temps. En fonction des toutes dernières données, celle qui va du 2021, on a remarqué que les immigrants, y compris ceux qui ont des diplômes universitaires, ne sont pas aussi nombreux que les Canadiens. On le sait. Plus de la moitié d'entre eux sont dans un secteur ou au moins ont un poste de travail qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont étudié ou qui n'a rien à voir avec l'expérience qu'ils avaient avant de venir ici. C'est un gros souci pour les immigrants. Mais comme maintenant on sous-divise les données en fonction des genres et des minorités, vous allez remarquer qu'il y a des tendances qu'on retrouve partout. C'est-à-dire que
ce sont des gens qui sont tout en bas de l'échelle. Vous donnez des chiffres. Il y a 20 gagne 28% moins des gens qui sont nés au Canada, de contrepartie. Et ils sont à 19% des Canadiens. Donc, vous avez ici l'idée de l'identité intersection qu'on trouve où on a des immigrantes racialisées. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont vulnérables, elles touchent moins. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis au moins 20 ans. C'est donc un problème structurel quand on essaie que d'intégrer des immigrantes racialisées dans le monde du travail. Je voulais aussi vous dire que les chiffres dont je vous ai parlé, c'est pour les immigrantes racialisées universitaires. Donc, il n'y a aucun avantage pour elles dans le monde du travail. Bien sûr, tout ceci se relie à la discrimination structurelle, surtout quand on regarde au monde des soins. Il y a beaucoup de femmes et c'est dominé par, dans le sens de nombre de personnes par des femmes qui sont racialisées. On demande que la vraie question ici, pourquoi est-ce qu'on voit ceci? Est-ce que on a une discrimination structurelle qui est inhérente dans le système? Ça, c'est la toute première question. C'est important que de regarder à la question en posant cette question, car quand on essaie que d'intégrer les racialisés féminins pluriels, on voit que dans ce secteur, celui des soins, on a remarqué que c'est dominé que par des immigrants, surtout des femmes, des immigrantes donc. C'est un secteur qui a été examiné et ces discours au sujet relativement au secteur regardent à l'efficacité des travailleurs, car c'est un secteur qui a des cycles très courts en termes de financement. Il n'y a pas assez de personnel non plus. On doit donc regarder qu'en général, en termes de financement, de soutien, de collaboration aussi entre le gouvernement et le secteur même, on se retrouve avec quelque chose qui ne vise pas le profit. Et il faut donc comprendre comment on peut avoir un système qui permet que d'avoir des postes sécurisés, avoir aussi de s'approcher au poste de travail qu'on trouve aussi ailleurs, en amenant plusieurs secteurs ensemble et examiner ces questions même. Est-ce que tu peux nous parler de comment on peut parler du fait des mouvements, la tendance à la privatisation? C'est ça le mouvement. Et on a vu aussi la privatisation du tout. En outre, moi, quand je pense au secteur, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait pour tirer du profit, mais quand on regarde maintenant à toute cette industrie qui tourne autour, notre secteur doit être en mesure que d'avoir des services qui vont avoir un impact, non pas seulement du point de vue des gens qui reçoivent nos services, mais quoi?
Le quoi, c'est la question critique, en fait. Vous savez, on, on est con, on se retrouve avec cette austérité juste devant nos yeux. Le gouvernement est là, elle ne fait que ça. Il sabre partout dans les programmes. Il essaie de mettre en place cette austérité. Le gouvernement qui est en place est là pour 4 nouvelles années. Et ils ont ce programme. On a vu le ministre Piccini qui donne des millions de dollars à ses copains, alors que notre secteur ne bat pas de l'aile. Vous savez, un document ne va rien faire, en fait. Je ne pense pas non plus que, que une lettre qui dise quelque chose de bien dans notre secteur va maintenant faire la différence. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, le moment est un moment qui exige qu'on s'organise. Je ne parle pas seulement de l'organisation, vous savez, du fait qu'on doit avoir maintenant une conférence de presse ou avoir une conférence au sujet du secteur. Non, on a tellement de rapports qui ont déjà été écrits, issus, une année après l'autre. Debbie a toute une pile de ça. Et une pile même virtuelle, vous allez la trouver dans l'ordinateur. On sait quelle est la valeur qu'on apporte. Ils le savent aussi, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent carrément. Ils veulent privatiser. C'est ça le changement fondamental qu'on n'a jamais vu auparavant. Et si on ne s'organise pas aujourd'hui, ben non, Iket Nunc, ici et maintenant, on est fini. Je sais pas d'être faire quelque chose de dramatique. Non, 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 c'est pas. C'est la réalité des choses. C'est pour ça, on n'a pas de choix. La question exige qu'on s'organise. Est-ce que vous avez vous avez été voir votre parlementaire au niveau provincial ou fédéral? Est-ce que vous avez peut-être ramassé un peu de gens de votre agence? Vous étiez au Parlement, peut-être 100 personnes, 1000 dans l'endroit où vous vivez ou travaillez. C'est ça l'organisation dont on parle. Il faut prendre du monde et aller les envoyer devant le parlementaire ou la parlementaire. Parce que c'est pas seulement question que d'un tout, comme ça, un discours joli. Aujourd'hui, ça veut rien dire. Ils ont leur propre ordre du jour. Il faut comprendre exactement ce qu'il y a dedans. Et si maintenant, cet ordre du jour, le 4 novembre, on va pas passer à cause de Corne, devinez qu'est-ce qui va se passer. Ça va pas être joli. C'est pour cela que ça va pas être joli, non seulement au fédéral, mais au provincial aussi. C'est pour cela qu'on n'a qu'une seule alternative, c'est-à-dire s'organiser, parler de façon visible, organiser les gens avec qui on travaille, organiser nos voisins, nos familles. Vous êtes en train de parler à des milliers de personnes toutes les années. Et est-ce que vous étiez là pour eux? Est-ce que eux, ils vont être là pour vous? Pour s'organiser en tant que secteur. Si on ne va pas le faire, la moitié des gens vont être là ici l'année prochaine. Dans 5 ans, Dieu seul sait combien d'entre vous vont être ici dans 5 ans. On peut le faire, on peut le faire. On est déjà passé par des crises. On est venu dans ce pays, n'est-ce pas, dans ce pays d'années. Et on a vu l'augmentation du racisme, de la xénophobie, du fascisme au sud de notre pays. Ça, c'est notre avenir si on ne s'organise pas ici, aujourd'hui. Ils ne sont en train que de regarder au programme de Trump, il y a le projet de loi 112. Ils sont en train d'en parler aujourd'hui, même Parlement, pour maintenant nous surveiller avec, vous savez, des, des demandes d'immigration, de réfugiés qui vont être comme ça, éliminés. C'est exactement ce qu'on fait aux États-Unis. Et c'est en train d'arriver ici, c'est ce qu'on est en train de négocier. Et nous, on doit comprendre ce qu'il essaie de faire. Et ce que je comprends ici, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs. Et
on doit maintenant l'utiliser. Et comme Yamine on a parlé de cette valeur économique, celle de notre secteur, on comprend qu'il y a ces politiques, ce qui se passe avec les industries. Et Yamine, je voulais te poser une question en fait. C'est-à-dire, tu viens de nous dire que il y a du travail qui fait si que les autres travaux sont possibles. Si maintenant on regarde à la société, est-ce que la société ne penserait pas qu'il y a de la valeur ajoutée dans ce qu'on fait? C'est ça le centre ce qui est au cœur de ce qu'on va présenter. Comment est-ce qu'on peut démontrer cette valeur du secteur aux gens? Car nous, on a vu, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Quand on regarde ce qui s'est passé dans les années 50 jusqu'aux années 70, il y avait une couche sociale, c'est ce qu'on appelle la classe moyenne, hein, qui avait été créée grâce à la production. On est passé de l'agriculture, le Canada est fondé sur l'agriculture, et on est passé à la manufacture de voitures et autres. Ça, en ce moment-là, euh, c'était 20-25% de la population était reliée au monde de la manufacture, et en exigeant maintenant leur part du gâteau, qu'on a créé la couche moyenne de la société. Et on n'en parle pas autant aujourd'hui. Et ça fait seulement, on voulait avoir une meilleure classe moyenne. Mais c'est plus de 22% des travailleurs se trouvent dans les soins. C'est pas seulement les gens qui sont dans les compagnies à but non lucratif, non, il y a aussi des autres. Mais on est en train que de tout privatiser ici. Et j'ai une autre idée mais on n'a pas le temps pour cela. Mais rappelez-vous, 21% des postes de travail dans l'économie sont la façon pour laquelle les Canadiens sont en train de faire de l'argent. Si tous les postes de travail étaient des bons postes bien rémunérés, tout le monde maintenant ferait partie de cette couche moyenne. Pensez-y. Regardez ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Non seulement ici, mais aussi en Chine, avec la politique d'un seul enfant, en Corée du Sud aussi. Là, la population vit plus longtemps, les gens sont plus vieux, on a donc besoin de soins. C'est la source organique en termes de croissance. C'est pour cela que maintenant, les gens qui veulent faire du profit sont en train de cibler ce secteur, de privatiser ce secteur. Et à l'heure actuelle, la seule privatisation qui va avoir lieu, c'est que on y a des garde-fous sur comment on accepte du monde. La seule privatisation, c'est comment on va avoir des gens dans les agences où on amène du monde ici. Maintenant, on essaie de les exploiter pour tout coup qu'on peut maintenant leur placer sur le dos. Et deux, il y a l'autre privatisation qu'il va y avoir ici, c'est en gardant ce rapport qui est pas bon du tout. Là, vous savez, les temporaires, les gens qui sont ici de façon temporaire n'ont aucun droit. C'est pour cela, quand vous avez entendu parler de ce que dit Nanounasi, on ne sait même pas quels sont les droits de ces gens qui sont ici pendant seulement un certain temps. Comment est-ce que vous allez combattre pour vos droits si maintenant, le jour après, hop, on vous fout sur l'avion et on vous déporte? C'est ça le dialogue qui est maintenant est un refrain. On le chante et il revient dans la chanson. Mais quand on regarde maintenant la justice sociale, vous savez, il faut faire très attention sur comment vous allez présenter votre secteur. Et il y a aussi les tensions dans cette économie. Oui, bien sûr, il y a 1 million de rapports qui sont déjà là, ils existent. Mais moi, j'ai jamais entendu dire que le secteur qui dit, si vous n'avez pas nous, votre secteur ne va jamais, jamais, jamais s'épanouir. Par contre, il va s'effondrer petit à petit. Il y a 3 facteurs ici.
qui crée l'économie. Le capital, les travailleurs et la technologie. Cette technologie qui fait si qu'il y a de la productivité, qui depuis 2015 est plate, il n'y a aucune croissance. Et tout le monde veut que les gens travaillent plus, de façon à ce qu'on puisse grandir davantage. Ça ne marche pas comme ça. On peut en parler. Mais maintenant, on a une productivité qui n'a aucun taux de croissance. Et qu'est-ce qui marche? Rien ne marche. Le gouvernement ne marche pas. Les entreprises ne marchent pas. C'est ça la formule qu'on connaissait déjà ailleurs, déjà avant. Et maintenant, la population est en train de devenir plus vieille. On est en train d'aller toujours dans cette direction. Mais le marché ne va pas si important qu'auparavant. Je pense que vous devez comprendre cela. Vous êtes ici pour vous développer de façon professionnelle. Vous devez maintenant rendre les autres travailleurs autonomes. Pas seulement vous, vous rendez les autres autonomes. Votre boulot est un travail qui permet d'intégrer les arrivés ici. Et de façon et quand on regarde aux étrangers, il faut que maintenant ils soient être en mesure de s'organiser là où ils travaillent, de façon telle qu'ils peuvent maintenant parler de leur rôle. Vous savez, les syndicalisés, en général, se trouvent n'ont qu'un avantage social. Ils ont le ORN. C'est un réseau où on crée des groupes pour que les gens maintenant une retraite. Mais il faut que les gens doivent comprendre qu'ils peuvent faire la différence en faisant partie des groupes. Et ça, c'est une partie de ce que Dina a dit. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi regarder au fait que le gouvernement provincial il va faire seulement en fonction de ce que le fédéral lui donne. Ils vont obtenir l'argent et puis ils vont le jeter dans la poubelle. Ils vont ouvrir les fenêtres, le balancer par les fenêtres. Or, il faut maintenant regarder à comment on fait entrer les arrivés, les néo-arrivés, et qu'est-ce qu'on fait, et quel est l'argent pour que ces gens puissent maintenant s'établir. Ce sont des décisions fédérales, comme Dina l'a dit. Mais vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils veulent être les rois du Canada, mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire dans l'économie. Et donc, il faut enseigner pas mal de choses ici dans le système. Et vous pouvez maintenant amener toutes ces choses aux rencontres et vous avez des notes. Dans ces notes, placez-les devant les yeux de ces gens. Et dans ces notes, il faut qu'on marque aussi quel est votre travail. C'est-à-dire, le Canada s'effondre sans votre travail. On est la 9e économie au monde. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc, n'essayons pas de jeter ça à la poubelle non plus. Vous allez rendre cette conversation, vous allez faire si que l'économie est là ou bien elle va s'effondrer. Vous pensez vraiment que la social justice et la justice économique est là? Le PIB, c'est la chose la plus importante. Alors, prouvez votre rôle dans cette histoire. Les prouesses économiques pour le Canada. Merci. Marsha. Alors, notre secteur est une grosse composante de l'économie canadienne. C'est central, il faut comprendre cela. Mais ce qui est au centre de tout cela, que notre secteur, la majeure partie des travailleurs de première ligne sont des femmes, souvent immigrantes. Et alors, voilà, nous sommes là. On fait partie de ce moteur économique et on peut dire qu'on n'a pas une grosse partie des avantages. Alors, comment les chefs de file et les leaders de cette salle et ceux qui ne sont pas dans cette salle peuvent partager avec les autres leaders, peuvent s'assurer que ces travailleuses sont respectées et
qu'on partage les valeurs, pas uniquement avec des platitudes, mais avec les ressources, qu'ils ont des emplois payés décemment et qu'ils ne sont pas vulnérables et respectés. Alors, merci pour la discussion. Sur cette question, il faut réaliser qu'on on a besoin nous sommes dans une guerre commerciale. Donc, c'est une menace pour l'économie canadienne. On va aussi, on vit aussi une transformation technologique par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de prédictions, de prévisions dans quelle mesure les gens vont perdre des emplois à cause de l'intelligence artificielle. Et on va aussi, il y a Et il faut aussi changer l'opinion publique par rapport aux immigrants. C'est la première fois l'an dernier que la majorité des Canadiens disent qu'il y a trop d'immigration au Canada. Donc l'opinion publique maintenant est contre l'immigration et les immigrants. La réalité que l'on observe, qu'il y a beaucoup de sentiments anti-immigration dans les médias sociaux. Donc, je veux faire remarquer les aspects réalistes que nous devons gérer. Dans le même temps, il y a une compréhension, ou je dirais une perception plutôt, que, que les résultats, que les produits de notre secteur n'est pas attendu par les décisionnaires euh, et qu'il y aura plus. Vous pouvez vous attendre à plus de limitations de financement à cause de cette perception. Le point, comment est-ce qu'on peut combattre cette perception et la transformation conceptuelle, les outils d'IA, l'économie, les incertitudes et la gestion des sentiments anti-immigration. Lorsqu'on parle du secteur de l'installation, vous avez un levier, un gros levier. Vous pouvez parler de votre rôle durant la pandémie. Euh, euh, En 21-22, le secteur de l'installation a contribué énormément en offrant des services et de l'information à propos de la vaccination, des soins de santé, de l'emploi et de l'ordre sexuel, online et en personne. C'est vraiment une histoire de réussite. Lorsqu'on parle de ces victoires, lorsque vous allez voir les gouvernements locaux, les représentants pour expliquer l'importance de votre secteur et comment une grosse partie des travailleurs travaillent dans l'économie des soins, particulièrement dans le secteur de l'installation, il faut leur montrer les chiffres et parler de notre contribution durant la pandémie. Ils ne peuvent pas soutenir les immigrants et le public et rendre les services accessibles pour, pour tout le monde, d'âge, éducation, tout le monde pouvait avoir accès aux services secteur de l'installation. Ça, c'est un aspect. Deuxième point, le Canada a ce secteur. De nombreux secteurs européens, vous allez, et je parle du secteur de l'installation, ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? De nombreux pays n'ont pas ce secteur. Pour les nouveaux arrivants, pour les immigrants qui arrivent, et pour les 5 premières années, ces immigrants ont besoin de beaucoup de soutien pour s'installer au Canada. Alors, donc ils rendent ce secteur plus faible.
Mais on peut rendre ce secteur plus efficient en termes de services même s'il y a des secteurs, le secteur n'est pas parfait, on peut l'améliorer, mais on peut aussi s'améliorer. S'assurer de l'équité, des salaires décents à l'interne. Même perfectionner les services si nécessaire. Donc le secteur doit réexaminer ses services et les améliorer en collaboration avec les autres secteurs. Mais ce serait peu sage, peu stupide d'affaiblir ce secteur plutôt que de le renforcer pour offrir les services et le soutien que les nouveaux arrivants ont besoin. Donc, la défense de la cause est très important, la mobilisation, c'est important, c'est très important. Vous composez le secteur et vous développez la main-d'œuvre future du Canada. De votre contribution en tant qu'employé, vous êtes des formateurs pour la main-d'œuvre future, doit être mis en lumière. C'est une période difficile, mais je pense que vous avez de nombreux leviers à utiliser pour avoir un dossier fort sur l'importance et la signification de votre rôle dans la société. On ne peut pas insister suffisamment que nous sommes des partenaires essentiels pour tous les partenaires gouvernementaux. Sans nous, sans nos partenaires, on ne pourrait pas atteindre les objectifs. Tina, alors, j'ai une souscription sur le Global Mail. À chaque fois qu'il y a un article sur l'immigration, et je me torture à lire les commentaires, on voit on accuse les migrants et ça nous affecte toutes et tous. Peu importe qu'on soit citoyen, non-statut, permanent, résident permanent, si l'on comprend l'attaque contre les immigrants, c'est une attaque sur nous tous. Comment nous, en tant que secteur, est-ce qu'on peut s'organiser contre ces attaques? C'est une bonne question. Je ne sais pas si les gens ont entendu parler de l'action qui a été organisée par Canada First à Christie Pitts. C'est un groupe de haine qui demandait la déportation d'immigrés et de la réimmigration des immigrants, c'est-à-dire un nettoyage ethnique. Christie Pitts, c'est un parc populaire à Toronto. Il y a de nombreuses communautés d'immigrants autour. Il y a Koreatown, il y a communauté éthiopienne dans ce quartier. Le comité asiatique, ils ont décidé que le rassemblement Canada First était aurait lieu dans ce parc. Ce qui était intéressant, tout d'abord, il était important d'avoir une réponse communautaire. C'est important d'amener les gens de notre communauté, des migrants, pour répondre et dire on n'a pas peur, on ne va pas avoir peur de vous, c'est pas bienvenu, que la haine et le racisme n'est pas bienvenu dans nos communautés et qu'on va se lever contre ces gens. C'est qu'on a actuellement trouvé que de nombreuses personnes sont venues pour se joindre à Canada First et qui m'ont dit qu'ils étaient des immigrants eux-mêmes, mais qu'ils voulaient que les frontières maintenant, la frontière soit fermée parce qu'ils souffraient financièrement. Est-ce que ça vous semble familier? Je pense que c'est très important pour nous de comprendre que de nombreux gens, les conservateurs et un bon nombre de ces gens qui disséminent cette fausse information, ce que j'ai entendu des gens qui étaient là-bas,
Est-ce que vous savez, ils disent que les réfugiés reçoivent 8 000 $ par mois. C'est n'importe quoi. Est-ce que vous saviez que ces gens viennent et sont en première ligne pour les logements abordables, ils obtiennent tous les services qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de payer quoi que ce soit. Moi, je travaille depuis 50 ans, j'ai pas de régime de retraite, je suis la ligne d'attente pour un logement abordable, je l'obtiens pas. Pourquoi? Parce que ces gens, on a tout et moi, j'obtiens rien. Pourquoi est-ce que mes enfants ne peuvent pas avoir un emploi à Tim Hortons et que ces gens obtiennent ces emplois? Voilà ce que ces gens. Pourquoi est-ce que ces gens obtiennent cet argent et qu'on souffre et qu'on ne peut pas joindre les deux bouts? Voilà, c'est le genre de discours qu'ils font. On doit faire l'éducation. Si on laisse cette fausse information et ce rejet des accusations continuer dans nos communautés, nous pouvons nous blâmer nous-mêmes. Nous devons aller dans nos communautés et éduquer profondément dans les communautés d'immigrants à long terme et pour les nouveaux aussi. Nous sommes, lorsqu'on arrive, on est séparés au pays. Vous allez être réfugié, vous êtes un travailleur temporaire, vous êtes un migrant, vous êtes résident permanent parce que vous êtes bien adapté à ce moment. Peut-être pas il y a un an, mais maintenant, on a besoin de travailleurs de la santé. Alors vous pouvez venir, vous, pas vous, non, vous venez plus. On est toujours classés, divisés les uns contre les autres et nos communautés. À cause qu'il y a une crise d'abordabilité et qu'on ne peut pas trouver d'endroit pour vivre sans payer des loyers non abordables, il cherche quelqu'un à blâmer. Et ce blâme nous est placé sur nos épaules. Donc mon point, c'est comme pour les États-Unis, certains d'entre nous, dans cette salle, lorsqu'on est dans la rue, les gens ne savent pas si on a des documents, si on est migrant ou un travailleur de l'agriculture temporaire. Ils regardent la couleur de notre peau. Donc il faut comprendre ce qui se passe et que ça va empirer. Parce que si Carnet met 50 milliards de dollars dans la militarisation, il a déjà annoncé 600 millions de dollars qui vont être dirigés pour recruter des agents de CBSA, c'est l'agence de la sécurité des frontières. D'où est-ce qu'ils vont venir? Ils vont venir de nos communautés, ils vont arrêter les gens au mall, au centre commercial, dans la rue. On l'a vu, on a observé sur 1,3 milliard qui vont de la militarisation, les drones et les surveillants. 800 et 600 millions pour recruter des agents de CBSC. Est-ce qu'ils vont regarder ce qui se passe aux États-Unis maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on veut la même chose ici? C'est ce qui s'en vient ici. Donc nous devons nous organiser comme avant, parce que ça va se produire. La communauté avec laquelle je travaille, les travailleurs migrants non documentés, les travailleurs temporels de l'agriculture non documentés. Durant la pandémie, on disait que c'est des héros. Aujourd'hui, on lui dit, allez-vous-en, on veut plus, on vous veut plus. Si on ne comprend pas ce qui se passe, que si on ne s'organise pas, les mêmes people, les mêmes gens vont être arrêtés dans la rue, on commence déjà à voir le niveau de déportation qui est grave. Les gens vivent dans l'impair. Je sais qu'il y a des gens qui quittent même pas leur appartement parce qu'ils ont peur d'aller à l'épicerie ou d'aller faire l'épicerie. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Et si ce n'est pas le cas, si on est en colère, et si on veut créer un monde différent pour nos communautés, et si on croit que tout le monde a le droit de venir dans ce pays avec un statut et pouvoir vivre sans peur, travailler sans avoir peur, marcher dans la rue sans avoir peur,
Parce qu'ils sont venus pour faire la même chose que nous. Alors nous devons nous organiser et nous devons éduquer nos communautés, nous devons joindre les campagnes contre le projet de loi C12, C2. On doit être impliqué et agir et préparer nos communautés à gérer. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes arrêté dans la rue? On a de nombreux documents que l'on produit à l'heure actuelle. Si vous voulez avoir des ateliers et de la formation, si vous voulez défendre votre communauté, les gens qui vivent et travaillent dans votre communauté, alors entrez en communication avec nous, soyez impliqués. Personne ne va le faire si ce n'est pas vous. Alors que vous allez vous lever et agir. Ce n'est pas une question intellectuelle, rhétorique. Est-ce que vous allez vous élever? Est-ce que vous allez vous lever et agir? Oui. Alors, alors faisons toutes une ou deux choses, et si on fait ça dans nos agences, parce qu'ils ont trop peur. Depuis quand est-ce qu'on a besoin de la permission? Depuis quand on a besoin de la permission de nos patrons pour s'organiser comme on doit le faire? Nous devons faire ce travail indépendamment du fait que notre agence dit oui ou non. Et s'il y a des directeurs exécutifs dans cette salle, en tant que directrice exécutive, je vous dis, faites en sorte que vos gens s'organisent. Ouvrez la porte à cette information parce qu'autrement, vous pouvez fermer la porte de votre organisation. Merci, Dina. Alors, agir, prendre l'action, agir. On va agir, se préparer pour agir dans la rue avec les députés, nos représentants au Parlement. Je vais vous parler parce que pour bâtir peut-être de ça, il y a des besoins grandissants, il y a une polarisation grandissante, des besoins grandissants, de plus en plus de pression économique. On est tous là, financés par l'IRCC. L'IRCC a annoncé des coupures de 15% dans le secteur, avec d'autres qui vont arriver. Comment les leaders du secteur administratif, là qu'on parle de travail décent, et les principes de travail décent sont en collision avec la survie? Parce qu'il y a des leaders dans cette salle qui ont du mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour connecter la condition de travailleur avec la qualité des services? Quelles sont les relations et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une question difficile et on doit terminer dans 10 minutes. Je veux simplement dire que les coupures de 15%, c'est dans 3 ans pour l'instant, c'est 7,5%. Beaucoup de choses peuvent se produire pendant 3 ans. On peut éviter certaines de ces coupures et le cas est fait. Il faut lier votre mission à la stratégie industrielle parce que c'est le nom du jeu. Comment on peut éviter une déclin économique à cause de Trump et s'assurer que l'économie ne se rétrécisse pas et s'assurer que le Canada ne s'écroule pas. Vous faites partie de la solution et on ne fait pas notre cas publiquement et au niveau privé. Comme Dina a dit qu'elle prépare des matériaux, des documents, il y a de l'équité privée dans l'économie des soins, mais les diapositives, je dis, c'est à vous. J'aimerais que vous regardiez. Ce sont vos chiffres. Ce sont les chiffres que vous devez utiliser et comprendre quel est votre rôle dans la stratégie industrielle. Et éviter ce déclin de 15%. Parce que ce n'est pas dans la pierre, ce n'est pas dans le ciment. On peut peut-être examiner les dépuces, mais c'est de la politique. La politique change, à moins qu'on ait Pierre Poilièvre, mais il pourrait peut-être même pas couper. Il peut jouer des deux côtés, dire vous devez
vous devez faire confiance à personne, même pas le gouvernement. Les seules personnes à qui vous pouvez faire confiance, c'est vous-même. C'est le langage conservateur. Ce n'est pas du conservatisme, c'est de l'anarchie. Que les seuls gens en qui vous avez la confiance, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas faire confiance à vos voisins, le gouvernement. On peut faire confiance en personne. C'est pour ça. Donc, ils veulent détruire tous les règlements qui nous maintiennent en cohésion. C'est ce qui est attaqué. Sur tout ce que vous pouvez faire. Allez au gouvernement fédéral, secteur public, au gouvernement de l'Ontario, leur dire, vous avez besoin de nous beaucoup plus que vous êtes conscient. Vous ne pouvez pas couper la source de revenus parce que la productivité est à plat à cause de toutes ces incertitudes. Ce qui reste pour éviter le rétrécissement de l'économie, c'est nous. Et assurez-vous que vous êtes prêts à défendre votre argument. Il ne s'agit pas d'être dans la rue et parler aux élus. Ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire. Il faut renforcer votre propre main-d'œuvre. Et vous pouvez le faire. ONN, combien d'entre vous sont dans cette salle travaillent dans une organisation qui n'a pas d'avantages sociaux et pas de retraite. C'est un problème continu. Les gens font ce travail parce qu'ils aiment ce travail, mais ils doivent être sécurisés. Et ça ne prend pas uniquement le gouvernement, mais il faut bâtir vos propres ressources et créer de la solidarité pour les uns les autres. Et on vous encourage à réfléchir à tous les moyens de se lever et bâtir de la force pour vous-même. La façon la plus importante pour moi est de le faire immédiatement avec vos propres gens, mais la chose la plus efficace pour les 3 ans à venir, à cause des coupures de 15%, et de clarifier votre rôle dans le chemin économique. Utilisez les données que je voulais vous présenter, mais que je vais rendre disponibles à Ocasi. Utilisez les données pour argumenter que les coupures de 15% de IRCC, au fait, on peut le faire de façon algorithmique. Ils ont recruté une compagnie de Toronto qui s'appelle Coir, qui font la même chose que les Américains. On peut utiliser la technologie beaucoup plus efficacement. Donc, il y a beaucoup de... Mais il est également vrai que nous devons avoir des humains à bord que ne soient pas absorbés par l'intelligence artificielle. Et de plus en plus qu'il y ait de retard, de backlog. Il faut que les gens mettent à jour leur jeu au nom de l'efficience. Ça fait partir de votre travail. On ne peut pas couper 15% des services sans avoir des conséquences. S'ils coupent le secteur de 15%, certains pays n'ont pas de service d'installation. S'ils coupent de 15%, la seule façon dont ils vont le couper, c'est par des algorithmes. Il n'y a pas d'autre secteur que le dotation personnelle. Et ça doit être surveillé de plus en plus. Donc, il y a un appel aux armes, là. Il reste 15 minutes. On a le temps pour une seule question, je crois. Alors, une ou deux questions maximales au maximum.
Il n'y a pas de questions pour les panélistes. Alors, veuillez vous joindre à moi pour remercier Dina, Amen et Marcia ce matin pour cette introspection fantastique. On a entendu ce matin, nous devons agir, nous mobiliser, pas uniquement nous-mêmes, mais nos clients, la communauté au sens large. Nous devons raconter notre histoire sur l'importance de notre secteur pour la croissance économique du Canada. Il faut s'assurer que l'on centre l'équité dans notre travail, où de nombreuses travailleuses sont des femmes immigrantes. Alors merci encore à tout le monde, ça a été fantastique et merci à Ocasi pour organiser ce panel. Merci pour votre leadership. Alors merci encore aux panélistes.